chute ici à droite de la route. Oh, Zinedine. Oh non, pas ça. Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait. Allez. Il s'appuie comme un gros, comme un Allez, champion il peut réussir, allez. Il va le faire, il va le faire. Il va faire vent tranquille au championnat du monde de Paris. Salut Jordan. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Enfin, le plus tard possible, mais on peut. Ah, c'est super. Eh ben bonsoir Jordan, bonsoir à toutes et à tous. Vous n'êtes pas encore arrivés parce que on a avancé un petit peu l'émission avant d'avoir notre invité principal. Je salue Paolo qui vient de nous rejoindre. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un excellent week-end, une bonne semaine également parce qu'on s'est pas vu depuis une semaine. Ça passe vite. Merci encore pour votre présence, votre fidélité. Je vois que vous arrivez déjà en nombre sur le live, donc ça me fait plaisir. N'hésitez pas à commenter parce qu'on va parler de ce qui s'est passé ce week-end, un week-end qui a été riche, très très chargé, comme on l'a dit tout à l'heure sur la vidéo en ski nordique, donc à savoir le biathlon, le ski de fond et le combiné nordique. D'ailleurs, le ski club de Grandvaux est présent, donc ça fait plaisir à voir en tout cas. Alors effectivement, ce week-end c'était la grande messe, le retour, on va dire, du biathlon. On l'attendait, moi je l'attendais depuis des semaines, comme vous tous, je pense sur la chaîne L'équipe. C'était la première étape du côté de Kontiolahti en Finlande. Et on attendait notamment notre jurassien Quentin Fillon-Maillet, QFM, pour sa marque Les Intimes. Alors Quentin, il a été au rendez-vous, malgré une petite faiblesse sur les skis. Il a été au rendez-vous parce qu'il termine, donc vous l'avez tous vu, un 4e de l'individuel, avec un joli 19 sur 20 au tir, et 6e le dimanche lors du sprint. Alors on pourrait se dire que c'est un bon résultat, c'est un bon résultat même, mais on l'a vu déçu à la fin de son week-end, et notamment il avait du mal à faire un bilan. Alors on va écouter ce qu'il disait au micro de Tanguy Kerouas de la chaîne L'équipe. Un week-end sans foot, encore c'est long, oui c'est un week-end sans foot, mais on essaiera de voir s'il y a du foot à venir, mais en tout cas on va écouter Quentin Fillon-Maillet au micro du journaliste de L'équipe qui revenait sur son week-end. J'ai du mal à faire le bilan là sur à savoir qu'est-ce qui se passe mal au niveau du ski. Alors j'ai eu des difficultés j'ai poussé un peu les skis sur le début de course. On a l'impression que les skis glissaient pas bien, donc je mets pas la faute à mes techniciens. Peut-être que c'est moi et peut-être que c'est ma préparation. Je sais pas trop ce qui s'est passé, donc je suis assez frustré parce que d'habitude l'année dernière c'était un peu mon point fort le ski. Là on retourne la situation, donc je suis très content de mon tir, mais sur le ski voilà je comprends pas trop. Alors c'est ça, c'est la problématique aussi de cette discipline, on va dire en combiné, que ce soit même pour le combiné nordique avec le saut à ski et ski de fond là pour le biathlon. La difficulté pour Quentin Fillon-Maillet, c'est d'avoir des difficultés là sur ces deux premières courses sur le ski de fond. Alors il remet en cause, sans trop savoir, je pense aussi peut-être les skis, les qualités de ses skis, le fartage. Peut-être il dit également que ça peut venir de lui. Après, quand on regarde un petit peu, on analyse un petit peu ces temps de ski, notamment sur l'épreuve du sprint le dimanche. Comme le dit Baptiste Pierre dans le progrès, on voit que l'hypothèse du problème matériel ne tient pas énormément parce que son coéquipier Émilien Jacquelin lui a mis 30 secondes en temps de ski. On pourrait dire c'est énorme, c'est pas beaucoup, 30 secondes. À ce niveau-là, je pense que c'est surtout sur un format sprint. Je pense que c'est déjà conséquent. Et il était déjà en retard sur le premier intermédiaire, donc je pense que on peut l'expliquer cette préparation qui a été un petit peu novatrice pour l'équipe de France, avec un stage en altitude du côté de Bessan. Alors je pense que les organismes ont encore du mal à assimiler cette préparation. Je pense que ça va se voir dans quelques semaines. Je pense que le pic de forme va arriver dans quelques semaines pour lui et pour le reste de l'équipe de France. En tout cas, pour quelqu'un qui joue le titre, malgré tout, faire une 4e place et 6e place, ce n'est pas rédhibitoire. Mais on a quand même vu sur cette étape encore que Johannes Bö, le Norvégien, est déjà au rendez-vous. Donc avec une 2e place, une victoire. Donc il met déjà son empreinte sur cette saison. Donc
Ça va être difficile, mais bon, on y croit en tout cas pour notre Jurassien. Et pour terminer sur le biathlon, il n'y avait pas que les garçons, il y avait également les filles. Et chez les dames, on avait nos deux représentantes du massif jurassien, Caroline Colombo et Anaïs Bescon. Alors, chez les dames, donc du coup, on peut dire qu'il y a eu du bon et du moins bon. Un scénario d'ailleurs similaire pour les deux athlètes du massif, hein, avec Nanas Anaïs qui a fait 6e le samedi sur l'individuel, une très très belle course avec un 19 sur 20. Caroline Colombo également le samedi, 19e de l'individuel. Et par contre, pour toutes les deux, le dimanche sur le sprint, ça a été un peu plus compliqué avec 2 fautes à chaque fois. Et elles terminent respectivement, donc Anaïs 44e et Caroline 42e. Donc je pense qu'elles vont se rattraper la suite toujours d'ailleurs au même endroit le 3 décembre, donc je crois que c'est fin de semaine, jeudi rebelote, on repart à Kontiolahti avec un sprint cette fois-ci. On va basculer sur le ski de fond. C'était aussi la rentrée en Coupe du Monde ce week-end pour notre fondeur jurassien Valentin Chauvin. Je salue Romain aussi qui nous a fait un petit coucou et Nance. N'hésitez pas à réagir hein, sur cette première partie. Valentin qui voulait tout miser cette saison sur le sprint. Alors ça tombait bien parce que cette première épreuve de l'étape de Ruka, c'était un sprint classique. Malheureusement pour lui, c'est un petit peu loupé, hein. Il a fait 42e des qualifications. Il faut savoir que ce sont les 30 premiers qui sont qualifiés ensuite pour les quarts de finale. Donc il n'a pas été qualifié. Donc petite désillusion hein, pour lui. Hein. Je pense qu'il fondait des espoirs sur cette première course. Alors après, il nous l'avait dit en interview même que il y avait beaucoup de sprints à venir sur la saison. Donc même s'il se ratait sur la première, voilà, il aurait d'autres occasions de se montrer. Mais bon, c'est quand même un premier échec malheureusement pour lui. Et il a continué sur le week-end. Hein, c'était un mini tour de ski, donc il y a plusieurs épreuves sur cette étape à Ruka. Le lendemain, le samedi, il a fait la distance en style classique où il a terminé 44e. Et le dimanche, il a fait la poursuite en style skating où il a fini aussi 45e. En général, il termine 45e de ces 3 courses. Donc effectivement, il est encore loin hein, des stars norvégiennes avec Klæbo et du russe Bolshunov qui se tire un peu la bourre en tête. Mais bon, on espère qu'il va briller. Prochaine étape d'ailleurs le 12 décembre à Davos en Suisse. Une étape d'ailleurs qui réussit généralement bien aux membres de l'équipe de France, qui là justement sur cette étape en Finlande se sont un petit peu loupés dans la globalité. Donc on espère que ça va aller mieux pour eux. Et on termine sur 2 autres infos du combiné nordique hein, pour terminer sur l'aspect ski nordique. Avec les premières pour trois athlètes du massif, Marco Hennis, Matteo Bo et Gaël Blondeau. Alors je réagis juste à Arabi qui nous dit Ashraf El Fadil, meilleur buteur de l'R3, c'est en cours. Je pense que la semaine prochaine je ferai cette interview. J'attendais d'avoir d'ailleurs le nom, mais je crois d'ailleurs qu'il a, si je dis pas de bêtises, hein, qu'il a rejoint un autre club hein, à l'intersaison. Hein, donc on fera quelque chose en tout cas, pas de souci, Rabi. Donc pour revenir sur le combiné, en l'absence de Laurent Multhaler, l'autre jurassien qui était blessé au bras, les 3 jeunes, donc ils ont découvert ce niveau, hein, le haut niveau, bien sûr, la Coupe du Monde. Il n'y a pas eu forcément de miracle, hein, ça attendait pas non plus à ce qu'ils performent tout de suite. Le Norvégien Rieber, une fois de plus, le jeune, il a tenu son rang, il a tout gagné, sauf le dimanche où il n'a pas pu prendre part au saut parce qu'il y a eu des problèmes de vent et il avait été disqualifié sur le saut de réserve le jeudi. Donc alors Marco Hennis, effectivement, Paolo, tu me dis que c'est une fusée. Alors oui, t'as skié avec lui. Je pense que c'est une fusée. Malheureusement, c'était difficile pour lui à l'ensemble des autres jeunes hein, de la sélection. Hein. Alors Marco, il a fait 38e le vendredi. Il n'a pas pris le départ le samedi de l'épreuve de ski de fond parce qu'il a été ménagé par le staff. Également, ça a été le cas pour Matteo Bo. Parce qu'ils n'ont pas fait un joli saut le samedi matin, donc ils ont préféré les préserver. Et le dimanche, Marco Hennis a fait 38e, Gaël Blondeau 48e le vendredi, 42e le samedi et 42e le dimanche. Et Matteo, il n'a pas été loin des points, Matteo, hein, 33e le vendredi. Et le dimanche, alors il partait 20e de la course en ski de fond, Matteo, parce qu'il avait fait un joli saut le jeudi en saut de réserve. Et malheureusement, il n'a pas su tenir le rythme. Donc du coup, il termine 35e de cette course. Alors c'est
C'est dommage, mais ça reste prometteur pour l'avenir, hein, pour ces trois jeunes. Je pense ils ont accumulé pas mal d'expérience sur cette compétition, donc on croise les doigts pour vous pour revenir en Coupe du Monde et essayer avec maintenant cette petite expérience engrangée, à essayer de performer pour la suite. En tout cas, on vous suivra avec grand intérêt. Et pour terminer sur la dernière info sportive du week-end, outre bien sûr le tennis de table avec la victoire de Jura Moré à Angers, c'est le rugby. C'est le rugby avec la belle histoire, la première sélection en équipe de France pour le deuxième ligne palois, Baptiste Pesanti, ancien joueur de Saint-Claude dans le Haut-Jura. Voilà, il a enfilé avec brio le maillot de l'équipe de France, une très très belle prestation lors du succès de l'équipe de France face à l'Italie lors de la Coupe d'automne. Une victoire 36-5, une large victoire qui s'est décantée en milieu de seconde mi-temps et le Jurassien était très très bon. Le Jurassien était très très bon avec une activité défensive qui a été soulignée par les nombreux observateurs de cette discipline. Beaucoup de plaquages présents dans les rucks, choses comme ça. Donc vraiment très très belle prestation de Baptiste. On espère qu'on va le retrouver dès la semaine prochaine d'ailleurs sur la finale de cette compétition face en Angleterre. Alors là, ça sera une autre paire de manches, mais en tout cas, on espère que il sera encore titularisé avec ce qu'il a montré, on espère en tout cas. Et puis on croise les doigts pour qu'il puisse retrouver ce maillot bleu, parce que c'est vrai que s'il réalise des performances de ce type à chaque fois, on va le retrouver régulièrement, je pense. Hein. Donc là, on va passer sur la deuxième partie de l'émission. Merci encore d'être présent. Hein. Je vois que vous êtes nombreuses et nombreux. On va faire un petit focus sur le biathlon. Alors le biathlon, je dis des bêtises, excusez-moi. C'est le badminton. Badminton, c'est vrai qu'on en a tous fait au moins une fois au collège ou au lycée. On en fait l'été aussi, en vacances, comme ça. C'est un sport qu'on adore tous. Hein. Je sais pas si vous, mais n'hésitez pas à mettre les petits commentaires. Et ce soir, on va faire un focus sur un petit club. On va essayer de changer. Hein. On va faire un focus sur le club d'Arbois. Alors avant de recevoir son trésorier Laurent Dimanche là qui vient d'envoyer la demande, juste pour info, en France le badminton c'est à peu près 189 000 licenciés. Donc en termes de chiffres, on est un petit peu équivalent avec ce qui se fait au tennis de table. Donc voilà, c'est pour que vous ayez un petit peu la comparaison. Donc on va accepter la demande de Laurent. Poser les questions, bien sûr, c'est le but du média, le live, l'interactivité. Bonsoir Laurent. Bonsoir. Est-ce que tu m'entends? Ça va? Tout va bien? Oui, c'est bon. Bon, impeccable. Merci d'avoir en tout cas accepté l'invitation pour parler de la discipline et de ton club. Hein. Oui. On a fait un petit retour, un petit bilan là sur le nombre de licenciés en France sur le badminton. Est-ce que toi, tu peux te présenter un petit peu brièvement de ton âge, d'où tu viens, voilà, un petit peu ton parcours dans le badminton? Alors, j'ai 61 ans, donc je pratique le badminton depuis une vingtaine d'années. J'ai commencé à la MJC d'Arbois, puis ensuite, rapidement, je suis allé au club de badminton d'Arbois, l'ABC. J'ai été président pendant une dizaine d'années de ce club. Je suis arbitre et juge-arbitre ligue accréditée, donc un peu de responsabilité. Je suis un des responsables de l'entraînement des jeunes. Voilà. D'accord. Je suis originaire de Marseille, ça s'entend peut-être à mon accent. Mais tu as retrouvé le sourire ce week-end, hein, du coup, avec la victoire de l'OM? Tout à fait, tout à fait. Ouais. Alors, c'est pas temps. Romain dit la 5G. Alors, tu habites à Vadan, hein, apparemment. La 5G passe plutôt bien pour l'instant. Tu parlais de tes fonctions d'arbitre de ligue. Alors, c'est du coup, tu peux arbitrer sur les championnats au niveau pré-national, pas plus au-dessus, c'est ça? Alors, voilà. Je peux arbitrer jusqu'au N3. Ce qu'on appelle N3. D'accord. Donc, le niveau des joueurs. Voilà. D'accord. Alors, tu évoquais d'avoir commencé il y a une vingtaine d'années. Tu faisais d'autres sports avant. Pourquoi t'es arrivé sur le badminton alors? Alors, j'ai fait un petit peu de tennis avec mon fils, mais je trouvais que c'était un petit peu difficile, parce que il faut vraiment manger de la balle pour arriver à faire des matchs intéressants. Puis j'ai arrêté quand mon fils est parti faire ses études, et puis je me suis lancé dans le bad parce que je trouve que on apprend plus facilement et
plus rapidement à faire des matchs qui sont intéressants. Sans faire du très haut niveau, on peut facilement s'amuser. Le tennis, c'est un peu plus ingrat. Ouais. Et du coup, alors, c'est vrai que le badminton dans le Jura, aujourd'hui, c'est un peu plus de 900 licenciés, un peu plus, il y a 11 clubs. Moi, j'ai récupéré les chiffres de la Fédé à peu près, dont 349 femmes. J'ai l'impression que c'est une discipline quand même qui est assez en vogue dans le département, qui rencontre du succès. Genre. C'est même au niveau national. Hein, la Fédération française de badminton a connu depuis quelques années une grosse croissance en nombre de licenciés, hein, puisqu'on tournait entre 15 et 20% chaque année. Bon, là, depuis 1 ou 2 ans, ça stagne, et puis cette année, alors là, c'est la catastrophe. Mais bon, ça, c'est indépendant de… hein, puisque là, je crois que au dernier recensement, il y avait 120 000 licenciés au niveau de la Fédé, quoi. Donc, comment tu expliques, Laurent, ce sport qui prend de l'ampleur, cette popularité croissante depuis quelques années? Bon, parce que c'est un sport convivial et on peut facilement se faire plaisir et puis avoir une dépense physique. Hein. Il y a des clubs un peu partout en France, des clubs affiliés ou non affiliés, et donc c'est pour ça, je pense, qu'il y a un engouement pour ce sport. En tout cas, vous avez déjà, alors c'est vrai que pour celles et ceux qui doivent voir Laurent derrière, vous avez un très très beau maillot hein, du club d'Arbois. Moi, j'aime beaucoup la couleur. Ça me rappelle la couleur de mon club de ping-pong à Blétran. Alors nous, on était plus sur du fuchsia. Là, c'est vraiment du rose. Hein. C'est lit de vin. Lit de vin. En même temps, on est sur une terre viticole, donc forcément. Voilà. Au moins, on vous reconnaît dans les salles avec ça. Oui. Tout à fait. Alors, c'est vrai qu'on parlait des nombres de licenciés dans le Jura, choses comme ça. Les gros clubs, hein, on va les citer, c'est l'ALL Lens et Dole. Vous, en termes de licenciés, alors l'an dernier, parce que cette année, comme tu l'as dit, les licences sont effondrées, choses comme ça, mais l'an passé, vous tourniez à combien de licenciés alors du coup à Arbois? On était à peu près 70, un petit peu moins de 70. Donc quasiment la moitié en jeunes. Ouais. Ça c'est un petit assez important pour nous, c'est qu'on a quand même pas mal de jeunes du mini-bad jusqu'à junior. Et avec le collège et les lycées là, aux alentours, ça vous ramène aussi un petit peu d'ados, choses comme ça. C'est quoi la répartition des jeunes dans votre club? Non, c'est surtout des gens d'Arbois, des familles d'Arbois. Après, c'est vrai qu'entre copains, ils se stimulent, donc ils viennent. Hein. Mais est-ce que c'est vrai qu'il y a un commentaire de Jordan qui explique dans son commentaire Triangle d'or, donc club de foot en violet, vous aussi en rose, vive le vin. C'est la question que j'avais posée à Laurent. C'est vrai qu'à Arbois, il y a le foot, effectivement. Il y a aussi un petit peu le handball. Vous êtes à peu près la 3e discipline pratiquée dans la ville? Oui, je pense. Ah, il y a le tennis aussi. Il y a le tennis aussi qui est important en nombre de licenciés. Mais bon, voilà, ils ont. Est-ce donc, que le 4e club derrière le tennis quand même. Le club d'Arbois, vous l'avez fondé en quelle année? Il a combien d'existence? Il a 25 ans cette année. On devait faire quelque chose pour les 25 ans puisqu'il est né en décembre 1995. Mais hélas, avec le Covid, ça nous empêche de faire une petite fête et de se réunir sur un tournoi. On voulait faire un tournoi interne et une petite fête. Mais là, c'est pas pour cette année. Donc, on le fera sûrement l'année prochaine dès que les conditions sanitaires le permettront. D'ici là, il y aura un vaccin, tout le monde sera vacciné, il n'y aura pas d'effets secondaires et comme ça, tout le monde, on va tous reprendre la vie, hein, je pense, on espère en tout cas. Revoir un petit peu de sport, aller sur les terrains aussi. Alors, tu évoquais ta fonction d'arbitre. Alors, du coup, c'est une question bête ce que je vais te poser, Laurent, mais du coup, tu connais sur le bout des doigts les règles des matchs, des choses comme ça. Tu peux nous aiguiller un petit peu sur le déroulement d'une rencontre? Alors, une rencontre, un match entre 2 joueurs ou entre deux paires. Donc, ça se joue en
2 sets gagnants de 21 points. On marque sur chaque échange. C'est différent de quand j'ai commencé où il fallait avoir le service pour. Oui, c'est ça, pour ouais. pouvoir. À une époque, il fallait avoir le service pour marquer des points. Donc, on avait des matchs qui duraient des heures. Et donc, on a essayé d'autres systèmes avec des matchs des plus rapides, en 3-7, mais plus rapides. Et puis, finalement, voilà, il y a eu un accord sur ce timing de match. Petite parenthèse, c'est les télévisions asiatiques qui nous imposent ces formats de match parce que nous, c'est très peu télévisé. Mais par contre, dans les pays d'Asie qui dominent hélas le sport du badminton, là, c'est énormément télévisé. Alors, c'est quoi? C'est les Thaïlandais ou le Taïwanais? Il y a aussi les Danois, s'ils sont bons aussi, hein, en badminton. Au niveau asiatique, il y a surtout les Chinois, hein, qui. Ouais. Et en Europe, on a donc les Danois, et puis une Espagnole, un petit peu, Carolina Marin, donc qui a été championne du monde. On a eu d'ailleurs en équipe de France, hein, pour expliquer aux gens, on a l'entraîneur en équipe masculine qui est danois, je crois, et on a eu des joueurs, une joueuse chinoise naturalisée française qui avait disputé les JO, Madame Pi, voilà. Je crois, je sais plus si c'était. Yang qui a joué pour la France et qui est, je ne sais pas s'il y est toujours, mais elle était à Marseille. Tout revient sur Marseille. Et ça dure combien? Ça dure en moyenne combien de temps un match? Alors, de cette gagnant, ça prend combien de temps? Je me rends pas compte du temps. Il peut y avoir 2 ou 3 sets. Disons que ça dure à peu près 30-35 minutes. Voilà. D'accord. À peu près Ah ouais, donc c'est le long d'un match. Hein. Ça peut durer plus longtemps. Suivant le niveau des joueurs, c'est vrai que sur des matchs accrochés, ça peut durer un petit peu plus longtemps, que ça peut durer 40-45 minutes. Hein. Ah donc en fait, on ressort d'un match complètement lessivé. Enfin, c'est incroyable, quoi. Un effort physique très intense, très intense, parce qu'en plus il y a un temps de jeu important par rapport à d'autres sports qui peuvent durer plus longtemps en match, mais où le temps réel de match est inférieur. Même c'est un des sports du coup les plus intenses. Un des sports les plus intenses, oui. Ouais. Avec le squash, avec le, je sais plus quel, il y a un sport de glisse aussi qui est très important, mais c'est un petit peu plus physique que le tennis, par exemple. Ouais, c'est moins physique que le tennis de table. Hein. Moi, je vais défendre ma discipline ce soir quand même. Non, je rigole. Ça a rien à voir. Hein. Je pense que le badminton en cardio, c'est extraordinaire. Enfin, les qualités d'un bon badiste, parce que c'est comme ça qu'on vous appelle, c'est du cardio, faut être flexible au niveau des jambes, des appuis. Il y a quoi d'autre comme Il faut de la résistance. Un match, c'est long. Il faut de la résistance, avoir une grande capacité de déplacement, des bons déplacements, de la souplesse dans les articulations. C'est vrai qu'il y a des déplacements qui peuvent ressembler à certains déplacements d'escrime. Il faut pouvoir repartir très rapidement en arrière, pas se laisser emporter par son élan. Donc ça demande des efforts. Mais c'est vrai que voilà. Si on n'a pas le cardio, si on est vite à la ramasse, ce qui est mon cas, c'est ce que l'échange dure un peu plus longtemps, c'est fini. Je suis en retard et quand on est dans le retard, c'est terminé. Là, le point, il est perdu. Oui, puis c'est pas. On peut. Alors, tu parlais d'endurance, être endurance sur un match. À partir du moment où on commence à fatiguer, il y a moins de lucidité, on est moins présent, on est moins vigilant, quoi. C'est vraiment aussi de la réactivité qu'il faut pour le badminton. De la réactivité et puis aussi savoir exploiter les faiblesses de l'adversaire. Donc, on peut pas voilà, si on veut réussir à du haut niveau, il faut tenir compte de son adversaire. Donc, avoir la lucidité d'analyser le jeu de l'adversaire et son propre jeu. C'est sûr que c'est tout un mélange qui fait qu'on va être bon badiste. Alors tu évoquais le niveau, hein, et moi j'ai été un petit peu surpris quand même en préparant l'émission, c'est que
J'ai regardé un petit peu les classements, hein, parce que c'est comme pour le tennis, comme pour le tennis de table et comme les sports de raquette. Vous avez des classements dans votre club. Alors on va parler de ton club. On va faire quand même, c'est le but de l'émission, de faire le focus sur Arbois. Vous avez votre meilleur joueur, Jonathan Perrault, qui est classé D8. Oui. Alors à quoi ça correspond ce classement D8? Alors, il y a plusieurs niveaux de classement. Donc, ça commence de N, qui équivaut à un classement de joueurs qui jouent en national. Après, il y a le R régional, D départemental et P promotion. Donc, chaque fois, il y a trois niveaux. Donc, N1, N2, N3, R4, R5, R6, D7, D8, D9, P10, P11, P12. Et donc, chaque fois qu'on fait des matchs, on gagne des points. Et donc, régulièrement, on met à jour le nombre de points que l'on a et ça définit notre classement. Donc D8, c'est un bon joueur de niveau départemental. Alors, est-ce que c'est la même chose qu'au ping-pong? C'est tous les 6 mois, c'est remis à jour, c'est tous les ans? Comment ça se passe? Alors, c'est mis à jour, c'est une mise à jour hebdomadaire. D'accord. Voilà, c'est ce qu'on appelle le CPPH, le classement par points hebdomadaire. Et donc, ça peut changer assez rapidement. Ouais. Le mode de classement devrait changer de toute façon avec la nouvelle fédération. On verra. Ah, parce que du coup, il y a un nouveau président. Comment ça se passe? Le 12 décembre, il y a une nouvelle élection. Voilà, il y a une nouvelle élection au niveau de la Fédération française. Donc, on va changer ou pas. Enfin, si, changer de président puisque le président actuel, Florent, ne se représente pas. Donc, on va forcément changer de président et peut-être d'équipe. Donc, voilà, il y aura peut-être du renouveau ou de la continuité. Voilà, on ne sait pas trop. Et pour définir les points de l'année sur chaque rencontre, donc c'est en fonction du classement. Et est-ce que c'est comme pour le tennis de table où en fonction de l'écart de points ou du classement, on attribue un certain nombre de points? Comment ça se passe, les points de l'année? C'est un petit peu compliqué. À une époque, oui, c'était les points étaient en fonction de l'adversaire que l'on avait. Maintenant, ça a changé puisque ça dépend du niveau de la compétition, du stade que l'on atteint dans la compétition et du niveau de ses adversaires. En fait, on voulait pallier le problème. Par exemple, si un joueur pas très bien classé gagnait par exceptionnellement un bon joueur, il montait fortement en classement. Là, avec le nouveau système, ça lisse un petit peu ce classement-là et une grosse performance ne permet pas de changer rapidement de catégorie. Voilà. Donc c'est la prime à la régularité, du coup. Voilà. Et c'est vrai que plus on fait de compétition, plus on engrange de points et donc plus on a de chances d'augmenter son classement. On salue d'ailleurs en parlant de, on a le Valentin Chauvin, on l'évoquait en début de retransmission, qui nous regarde, le fondeur, on le salue et puis je t'invite d'ailleurs à regarder en replay le début de l'émission. Alors on a évoqué Jonathan, il y a aussi Marie Clavel chez les dames, dans votre club, qui est également classée D8. Est-ce qu'il y a des titres? Vous avez eu des titres à Arbois ou départementaux, régionaux? Alors, on a été champion départemental, pardon. Ouais. Je sais plus en quelle année, puisque chaque fois qu'on est champion, en fait, d'un interclub, on monte dans la catégorie supérieure. Donc là vous l'avez été l'an passé, hein. Vous avez fait premier en départemental 1. Voilà. On a été champion de départemental 1. Bon, c'était un petit peu particulier puisque l'année a été bien tronquée. Et donc, on a pu accéder à la régionale 2 cette année. Et il y a eu une première rencontre à Arbois qui s'est pas très bien déroulée pour les Arboisiens. Bien qu'on ait eu des matchs accrochés, le score est sévère. Et bon, cette année, ça sera, je pense, une année blanche parce que là, on est mal parti pour reprendre et puis faire tout ce qu'on peut en peu de mois. Alors, on a une autre Marie Clavel qui est dénommée une machine au badminton. Toi qui la côtoies régulièrement, c'est le cas?
Oui, 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 c'est une très bonne joueuse. Mm. Elle est classée vétéran, enfin les catégories vétérans. Alors elle a quoi, 40 ans, c'est ça? C'est à partir de 35. D'accord. Ah ouais. Ouais, quand Et alors, il y a vétéran 1, vétéran 2, tous les 5 ans. Moi, je suis vétéran 6. d'accord. Bah, c'est tout jeune ça, non? Oui, oui, oui. J'ai encore quelques années de badminton. Bon, bah, c'est très bien en tout cas. Mais on l'a pas dit hein, sur au niveau du département des classements. Le meilleur jurassien, c'est Adrien Dormois du club de Dole. Tout à Euh, fait. le club de Dole qui évolue en National 3 en championnat par équipe en interclub. Il est 10e joueur de la région et 280e français. Là, quand on Oui, commence à jouer à ce niveau-là, Laurent, c'est quand même déjà un sacré niveau là. oui. Et pour moi, c'est un autre sport. Ouais. Non, non. On a l'impression que le Alors, terrain est plus petit pour eux. ouais. Alors les dimensions, parce qu'on a des fois on se trompe sur les lignes. Alors la ligne de fond pour les services ou pas. Comment ça se passe du coup sur les dimensions du terrain, un petit peu où là on a le droit de jouer, là on n'a pas le droit. Comment ça? Alors, un terrain fait 13 mètres 40 sur 6 mètres 10. Ouais. Donc, c'est par deux par le filet. Le filet a une hauteur de 1 m 55 au niveau des poteaux. Et donc, on fait des services croisés. Ok. Comme au tennis, hein, on a des zones de service où le serveur et le receveur doivent se trouver au moment du service. Après, ben, c'est le jeu dans tout le terrain. Il y a les couloirs donc sur chaque côté, comme au tennis, qui sont valables en double mais pas en simple. Et la ligne de fond de service qui existe en double mais pas en simple. Voilà. C'est un petit peu compliqué à expliquer comme ça sans faire de schéma, mais bon, on apprend assez rapidement les notions de règlement. C'est pas très difficile la règle du badminton. Hein. On mettra peut-être un schéma pour expliquer à la suite de l'émission. Mais alors, au ping-pong, par exemple, ou même au tennis, il y a le matériel qui joue des fois énormément un petit peu sur, pas sur le niveau, mais qui peut influer sur la performance. Est-ce que vous, au badminton, la raquette a une incidence, peut-être un volant, même si normalement ils sont tous pareils, les volants, mais est-ce qu'il y a des différences matérielles de volant, du coup, qui peuvent influer sur les performances? Alors, au niveau volant, je vais faire une petite parenthèse. Il y a deux types de volants, les volants plastiques, les volants plumes. En compétition, on joue qu'en volant plume. En loisir, pour les jeunes, on joue plutôt avec du plastique parce que ça se détruit moins. Les volants plumes, voilà, quelquefois, si on regarde des compétitions de très haut niveau, ils font 1 ou 2 échanges avec et puis après, c'est fini. Et c'est Donc, cher? Acheter, non? ouais, ouais. Ah oui, oui, oui. Des volants de bonne qualité, une boîte de 12 volants, ça coûte dans les 20 euros. Hein. Ah ouais. Donc, Ah ouais, d'accord. heureusement, nous, au niveau du club, on arrive, grâce à toutes les actions que l'on fait, à baisser le prix de ces volants pour nos licenciés, puisqu'on les subventionne à moitié. Mais c'est vrai que ça peut être un sport qui est rapidement cher. C'est pour ça que pour des loisirs qui n'ont pas envie d'investir, on se retourne vers le volant plastique. Mais c'est pas du tout la même trajectoire, c'est pas du tout la même sensation. Donc, moi, je joue qu'en plume, même si j'ai pas un très très bon niveau. Hein. Déjà un goût de luxe alors. Ouais, ouais. Après, voilà, une fois que au début d'un match, on teste toujours les volants. Donc, une fois que le volant est testé, il n'intervient pas dans la qualité du jeu. Après, c'est le joueur et sa raquette. Et ça, voilà. C'est vrai qu'il y a différentes raquettes, le poids, la flexibilité, c'est comme au tennis, hein, c'est la tension au niveau du tamis qui doit s'adapter au joueur. Si on a un joueur qui a un gros bras ou pas, voilà. Mais Et on peut la vitesse du coup va varier en fonction aussi de la raquette. En moyenne, alors peut-être pas à votre niveau parce que c'est un peu moins vite j'imagine, mais à haut niveau les frappes en badminton ça va à combien en moyenne? En moyenne, je ne sais pas. Ça peut aller à 300 km/h. Hein. Ah ouais. Euh,
Le record mondial en sortie de raquette de vitesse du volant, c'est 490 km/h. Donc c'est le sport où la balle ou le volant va le plus vite en sortie de raquette. En match, je crois qu'il y en a un qui a matché à 420 km/h. Donc ça peut, voilà, c'est phénoménal la vitesse. Ah oui, c'est énorme, ouais. Et puis en face, avec une vitesse comme ça, c'est le temps de réaction, il doit être infime. Oui, après ça, de par sa forme, ça ralentit très vite. Donc, mais quand ça part à 400 km/h en face, ouais, il faut être rapide. Après, et si on se prend le volant dans la figure, ça peut faire très très mal, non, à cette vitesse-là? Alors, c'est dans les yeux. Donc, ouais, si on le prend dans la figure, oui, ça peut faire un petit bleu. Mais c'est vrai que dans les yeux, il peut y avoir de graves lésions. C'est pour ça qu'à une époque, la fédération envisageait de nous faire jouer avec des lunettes. Et c'est pour ça qu'il y a des sécurités à prendre. Par exemple, quand on joue en double, faut jamais se retourner quand notre coéquipier va frapper le volant. Des fois qu'il rate son coup et qu'il se matche dans l'œil, quoi. Parce que là, on le prend vite et de près. Après, il y a aussi les petits coups de raquette, mais ça, c'est un peu moins méchant. Ça peut faire mal, mais ça, c'est pas. Voilà. Ça, c'est parce que la personne en face nous a un petit peu titillé et puis on lui met un petit coup de raquette, quoi. Ouais. Non, non, c'est pas ça. Et tu parlais tout à l'heure, Laurent, du championnat. On est avec quel championnat? Régional 2 pour vous cette année. Malgré tout, vous avez fait deux rencontres lors du même week-end face à Pontarlier et Mâcon. 2 défaites 7-1 à chaque fois. Niveau Régional 2, c'est à peu près le must que vous pouvez jouer à Arbois, avec vos joueurs? J'ai pas compris la question. C'est un peu haché. Vous jouez en Régional 2 cette année, en championnat par équipe, et vous avez fait 2 rencontres à domicile. Vous avez perdu contre Pontarlier et Mâcon, 7-1. Ce niveau Régional 2, c'est le plus haut niveau auquel vous pouvez jouer, vous, avec vos joueurs à Arbois? Pour l'instant, oui. Oui, on n'a pas de prétention. Enfin, je pense pas. J'espère que la présidente ne m'en voudra pas de dire ça, mais je pense pas qu'on ait de prétention d'aller plus haut. On essaye déjà, si on pouvait se maintenir à ce niveau-là. Après 7-1, c'est vrai que c'est le nombre de matchs. On a perdu 7 matchs, on en a gagné 1. Ça représente pas forcément, parce que des fois on perd de 2-7 et puis c'est 21-17, 21-15, 14-15 ou voire 21-19. Donc des fois on perd des matchs à peu de points et puis à la fin du compte, ça fait effectivement 7-1. Et ça se passe comment? Vous avez combien de joueurs dans votre équipe? Les matchs donc il y a 8 parties, mais comment se déroulent les matchs? Alors, en régional, que je dise pas de bêtises, il y a 2 doubles mixtes, 2 simples hommes, 2 simples dames et je fais une bêtise. Attends, ça fait quoi? 2 simples hommes, 2 simples dames, un double homme et un double dame. Voilà. En fait, il y a en départemental, c'est pas pareil. Il y a 3 simples hommes, un double mixte, un double dame, un double homme et un simple dame. Mais à partir de la régionale, jusqu'à du très haut niveau, les femmes doivent ramener autant de points que les hommes. Donc, on doit avoir une équipe de 4 hommes et 4 femmes. L'idéal. Donc, ça doit durer vachement long, hein, les matchs, là, comme ça, là, vu qu'il y a 8 rencontres, à une demi-heure de rencontre, ça fait 4 heures de jeu, les rencontres. Oui, c'est sur la journée. Hein. Il y a une rencontre le matin, une rencontre l'après-midi. La rencontre dure à peu près 3 heures, 3h30 en tout. Et est-ce que vous faites l'apéro du coup d'après-match à l'issue de la deuxième rencontre? Parce que si vous le faites entre les deux, normalement ça passe pas. En régional, en fait, l'équipe qui reçoit organise le repas de midi. Donc il y a une coupure entre midi et 2 où voilà, les joueurs s'alimentent. Mais voilà, en régional, il n'y a pas vraiment d'après-match parce que les gens viennent de loin. Hein, et nous cette année, il y a Bourbon-Lancy qui est dans notre poule, donc ils ont 2 heures, 2h30 de route. Hein. Donc, les gens, ils finissent leur match, ils ne s'éternisent pas.
En départemental, c'est pas pareil. En départemental, on joue le soir. Donc, on se déplace peu, puis c'est dans Paris, Dole, ça peut aller jusqu'à Lens, Salins. Et là, effectivement, ça se déroule le soir, il y a 7 matchs, et puis après, il y a un petit repas convivial entre nous. Et par exemple, alors je vois Marie Clavel qui s'est connectée, on la salue. Je suis un club de Lons ou un club de Dole et j'ai envie de la recruter. Comment ça se passe, les mutations dans le badminton? Il n'y a pas de problème. Hein. Il suffit qu'elle s'inscrive dans un autre club. Il n'y a pas une mutation à faire parce que nous, au ping-pong, on a une mutation à faire auprès de la fédération, enfin de la ligue. Et le club dans lequel part l'athlète n'a pas son mot à dire. C'est à peu près pareil, non? Oui. Ouais. Hein. C'est surtout embêtant à partir du niveau régional. Hein. Régional ou national où, en fait, il n'y a pas de… Non, je ne serais pas d'accord qu'elle parte. Oui. Et le club qui reçoit paye des indemnités? Paye des frais ou choses comme ça? Comment ça se passe, ça? Non. Ah ouais, en fait, si le joueur peut tout à fait décider de lui-même la saison prochaine de changer de club, à ce moment-là, il y a une carence pendant laquelle le joueur ou la joueuse ne peut pas jouer pour le club, et après, il peut jouer tout à fait pour ce club. On peut lever la carence, c'est un accord des deux présidents, notamment du président de celui qui part, et que la demande est faite suffisamment en avance. Il n'y a pas de carence à ce moment-là. Il n'y a pas de délai de carence et le joueur peut jouer dès le début de la saison. Ça vous est déjà arrivé d'avoir des problèmes de ce genre? Alors non, mais il y a 2 ans, on a un très bon joueur qui a décidé de partir et donc voilà, il n'a pas eu de souci. Il n'avait pas d'opposition dans notre club. Voilà, c'était le meilleur joueur du club. Il n'y avait pas d'opposition, donc il a voulu faire une mutation et donc ça, il n'y a pas eu de souci. Tu parlais des jeunes, Laurent, tout à l'heure. Les jeunes sur la soixantaine de licenciés sur le club, 70, c'est la moitié, c'est ça que tu disais tout à l'heure, à peu près de jeunes? Pratiquement la moitié, oui. Ils commencent à quel âge alors? 5-6 ans le badminton? À quel âge on peut commencer? On peut commencer à 5-6 ans. Nous, on les prend un petit peu plus vieux parce que le problème après, que plus on les prend jeunes, plus il faut avoir de personnes pour s'en occuper, de bénévoles. Et là, ça manque un petit peu. Donc, nous, on commence vers 7 ans, 7-8 ans. Voilà. Avec ce qu'on appelle le mini-bad. Mais on limite le nombre de mini-bad parce qu'on peut pas, voilà, on peut pas prendre 10 mini-bad pour un entraîneur bénévole parce qu'on peut pas s'en occuper. Ça court partout. Donc, voilà. Oui, parce que vous n'avez pas d'entraîneur salarié ou d'entraîneur extérieur qui vient. Comment ça se passe, vos entraînements, vos créneaux? Alors, jusqu'à présent, on n'avait pas d'entraîneur. Cette année, on a eu un entraîneur qui est venu, donc extérieur, qui Comment il s'appelle? Léo Luzi. D'accord. Qui vient de Morteau, je crois. Je ne sais plus. Donc, il vient entraîner les adultes le jeudi soir. Okay. Nous, nos créneaux, c'est le lundi et le jeudi soir. On fait 18h, 19h30 pour les jeunes chaque fois, et puis à 19h30 jusqu'à 22h30, 23h pour les adultes. Et le jeudi soir, donc, c'est l'entraînement adulte. Et le lundi soir, quand il y a des interclubs, c'est plutôt là qu'on place les interclubs. Alors, votre entraîneur fait de la route, parce que comme dit Marie, il vient de Val d'Aon. Donc ça fait déjà, voilà. ça fait déjà pas mal, une belle trotte, Une belle trotte pour venir. Et du coup, sur votre gymnase, au gymnase d'Arbois, vous pouvez installer une dizaine de terrains. Comment? 7 terrains. On peut installer 7 terrains. Voilà. Donc ça vous permet de pouvoir accueillir tout le monde sur les séances, quoi. Oui. Mais même cette année, les gens sont très motivés pour l'entraînement. On a eu un entraîneur il y a quelques années. L'entraînement avait bien démarré, puis les gens s'étaient très très vite essoufflés. Alors que là, cette année, les gens sont très très motivés.
Bah c'est bien déjà parce que du coup ça va vous faire progresser et ça peut vous permettre si le championnat reprend, je sais pas trop ce qui va en devenir, mais bah, de pouvoir essayer de vous maintenir en Régional 2 parce que c'est vrai que c'est quand même bien vu la taille de votre club et puis c'est quand même on va pas dire un bel exploit, mais c'est quand même valorisant de jouer à ce niveau-là pour vous. Hein. Oui, oui, tout à fait. Hein. Nous, Parce par que rapport aux gros clubs qui ont beaucoup plus de potentiel, c'est vrai que nous, on n'est jamais à l'abri d'une blessure d'un joueur et pour le remplacer, c'est la problématique d'un joueur ou d'une joueuse d'ailleurs, parce que c'est souvent là que le bas blesse. justement les blessures, c'est quoi? C'est les genoux souvent, les chevilles, les Les blessures chevilles, récurrentes. les Ouais. chevilles, essentiellement les chevilles, les genoux plus rarement, mais surtout les chevilles. Voilà. Donc On a plus. l'échauffement alors, l'échauffement type, donc il y a les chevilles alors du coup. Ouais. Oui, ah ben, il faut échauffer, il faut bien s'échauffer, chauffer toutes les articulations. Donc voilà, on s'échauffe correctement et pour éviter tout problème. Et on parlait de développement tout à l'heure, Laurent, l'avenir d'Arbois. Est-ce qu'on essaye de remonter à 80 licenciés comme il y a quelques années? Quels sont un petit peu les projets pour votre club? Ah ben les projets, c'est d'avoir le plus de licenciés. Après, il nous en faut pas trop parce qu'on n'a que 2 créneaux, donc Oui. si c'est un petit peu problématique. Moi, quand j'ai commencé à Arbois, on était assez nombreux, mais il y avait que 6 terrains de tracé à l'époque. Et quand on arrivait, ben, quelquefois, il fallait attendre que les terrains soient disponibles. Et pourtant, on jouait à 2 contre 2, donc ça occupait le monde. Mais bon, voilà, on peut encore augmenter notre potentiel. C'est surtout que le club dure et que voilà, il y a toujours une activité de compétition et que les bénévoles du club soient toujours aussi motivés pour organiser notre tournoi annuel, toutes les animations qu'on peut faire chaque année. Vous êtes nombreux à être bénévoles. Alors c'est la question. Tu vas me dire, on n'est jamais assez, il en faudrait plus, mais vous Alors, êtes combien de dirigeants, de noyau dur de l'association? je dirais une quinzaine. C'est pas mal déjà. Au niveau du conseil d'administration, on est 9, assez actifs. Et puis voilà, après, il y a pas mal de gens qui se greffent dessus. Tu parlais du tournoi. Laurent, tu parlais du tournoi. C'est un tournoi régional, interrégional. Vous organisez chaque année. C'est quoi alors, du coup? Alors, nous, chaque année, c'est le dernier week-end de janvier. Cette année, bon, on ne le fera pas, je pense. On organise un tournoi de double. Donc, c'est que du double homme, double dame, les doubles mixtes. Donc, sur le samedi et le dimanche. Donc, c'est un tournoi national. Donc, tous les joueurs peuvent venir de France, mais on se limite à un niveau N3. Voilà. C'est pas mal déjà. C'est pas mal. C'est pas mal. Et qu'est-ce qui fait venir les joueurs? Est-ce que c'est comme nous au ping-pong, on a des tournois où il y a une notation financière qui du coup, quand les gens viennent, les meilleurs nationaux viennent parce qu'il y a 300, 400 euros à gagner sur ce tournoi, sur le toute série. Vous, c'est à peu près les dotations ou c'est quand même moins? Ah non. Pour nous, c'est inférieur. Après, nous, ils viennent parce qu'ils connaissent le club, les gens du club, l'ambiance. On a des dotations financières en monnaie, puis aussi en comté, en vin d'Arbois. Donc, ça leur fait plaisir aussi. Mais on a des gens qui viennent de régions parisiennes, voilà. On rappelle à consommer avec modération le vin, l'emblème d'Arbois, bien sûr. Mais et que pour les adultes. Oui, parce que alors, si on joue au badminton en ayant bu un petit peu de vin, je pense que ça va être quand même un peu plus dur de jouer, non? Comment ça? T'as déjà eu l'expérience du? Non. Non? Si on voit 2 volants, c'est un peu gênant. Parce qu'il y a quand même ce petit côté euphorisant qui des fois, alors nous au ping-pong on le voit des fois, on a ce petit grain de folie du coup supplémentaire. Et alors je sais pas si au badminton, peut-être des gens que tu connais qui ont déjà joué avec un petit verre dans le cornet.
c'est pas sérieux, quoi. Non, non, j'ai jamais vu. Au niveau du club, je l'ai jamais vu. En On tout est cas, sérieux, là. à Arbois, vous êtes sérieux? Oui, ça, j'en doute pas, en tout cas, ça c'est sûr, ça c'est sûr. Mais en tout cas, merci beaucoup, Laurent. On va arriver là, à la fin de l'émission. Là, on a à peu près 40 minutes d'échange. Merci d'avoir accepté l'invitation, c'était bien sympa. Euh, Pas de problème. N'hésite pas à partager le média et surtout l'interview sera retrouvée dès demain sur YouTube parce qu'il y en a qui n'ont pas Instagram non plus, comme beaucoup de gens. Donc du coup, l'idée d'avoir la page YouTube, c'est que les gens peuvent aller revisionner l'interview, l'échange. Donc n'hésite pas à partager dès que ça sera mis en ligne. Et puis merci encore à toi, merci à Marie aussi pour les petits commentaires. Et puis la prestance, oui, il y a eu de la prestance ce soir, bravo. Et merci encore pour la confiance et puis bonne semaine à toi. Merci, merci. J'espère Et que j'ai puis, donné envie aux gens de jouer au badminton. Eh ben on espère. En tout cas, c'est un très joli sport. Hein. Moi, j'aime beaucoup aussi, mais même si je fais un autre sport de raquette, mais j'aime beaucoup aussi le badminton. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine avec un autre invité. Comme l'a disait en introduction, peut-être un footballeur. On essaiera de changer, on verra. Enfin, en tout cas, il y aura de quoi faire. Et on salue aussi Romain qui dit le Vadan, le plus beau pays du monde. Je vais juste lui signaler qu'à Vadan, il y a aussi du tennis de table. Hein. Ouais, ben, j'habite Vador. Voilà, faut pas oublier aussi. La petite. En tout cas, bonne soirée Laurent et à très bientôt en tout cas. Au revoir. Ciao.